pensons qu'une solution efficace à cette crise est nécessaire et moi, j'ai conduit les Occidentaux à examiner la proposition que j'ai faite. C'est une proposition concrète. Nous disons la vérité des urnes qui se décline en deux volets. Le premier volet, le récomptage des voix. Mais je comprends que le récomptage des voix aujourd'hui, c'est un exercice très difficile parce que la CENI n'a pas de PV. Alors, deuxième volet, refaire les élections. C'est possible. On réclame au Venezuela des nouvelles élections et nous réclamons aussi des nouvelles élections. Pas simplement l'élection présidentielle, mais l'élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Parce que tout a été fabriqué. Tous les résultats ont été fabriqués. Il y a des députés, c'est vrai, qui ont été élus, mais il y a plus de députés nommés par M. Nanga. Donc on doit résorber cette crise de légitimité. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique pour la Belgique, vous estimez? Oui, la Belgique a un rôle spécifique. La Belgique a été toujours en avant dans ce qui se passe au Congo. Nous avons des relations privilégiées et nous avons une diaspora ici importante et nous pensons que la Belgique a un rôle très important dans le dénouement de la crise post-électorale au Congo. Est-ce que vous serez reçu par certains politiciens belges de haut niveau? Tout à fait. Tout à fait. Je serai reçu. Quelle peut être la position? Le fait qu'ils reçoivent quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas comme président du Congo? Mais non, ce n'est pas à eux de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Vous avez suivi M. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, qui a dit que ce qui s'est passé au Congo, c'était un compromis à l'africaine. Ça veut dire que c'est un arrangement malheureux et c'est un arrangement en dehors du peuple congolais. Et c'est que moi, je vais dire aujourd'hui aux Occidentaux, c'est que le peuple congolais, c'est lui le souverain. Le peuple congolais est allé aux élections et le peuple congolais a choisi des dirigeants. Et ce sont ces dirigeants qui doivent gouverner le pays et pas d'autres personnes. Donc maintenant, on parle de la paix. De quelle paix parlons-nous? Parce que je peux aujourd'hui donner des mots d'ordre pour que le peuple ne suive pas ce que M. Tshisekedi va dire. M. Tshisekedi, en plus de ne pas avoir de légitimité, il n'a aucun contrôle. Parce qu'il a été désigné par M. Kabila qui contrôle tout. Or, le peuple, qu'est-ce qu'il a voulu? Le peuple a voulu les changements. Le changement de quoi? Les changements du système. Or, le système Kabila demeure. M. Tshisekedi n'est qu'un masque et rien ne changera. Donc, si nous voulons le statu quo, allons-y. Et si nous voulons changer les choses, changeons-le, et c'est ce que je dis aux Occidentaux. Les Occidentaux nous ont appris les valeurs judéo-chrétiennes, entre autres valeurs d'intégrité. Est-ce que là, c'est vraiment l'intégrité qui prévaut ou c'est la fraude? Donc, si on a établi dans une nouvelle démocratie, une nouvelle règle dans la démocratie, c'est on joue à qui perd gagne, allons-y et disons aux Congolais, les élections maintenant, faites tout pour perdre parce que c'est vous qui serez le vainqueur. Comment vous interprétez la dernière position des évêques de l'Église catholique? Pour nous, les gens de l'extérieur, il me semble qu'ils sont en train de prendre un certain virage, qu'ils estiment que ça ne vaut plus la peine d'exiger vraiment cette vérité des urnes. Ou est-ce que vous êtes plus optimiste? Non, je suis plus qu'optimiste. Le cardinal Mosengo l'a bien dit ici en Belgique. C'est Fayoulou qui a gagné et il faut la vérité des gens. On lui a posé la question, où ira-t-il dans cette recherche de la vérité des gens? Il a dit qu'il ira jusqu'où Fayoulou ira. Donc, nous irons ensemble. Monseigneur Outembi, à Rome, il a bien dit que la vérité étant une valeur émanant de la justice, il faut la rétablir, il faut la vérité. Monseigneur Ambongo, le dernier, l'archevêque de Kinshasa, il a dit dans une interview qu'il a accordée à la Radio France Internationale, il a clairement dit par 2 fois que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections. Mais maintenant, on met les gens devant des faits accomplis.
Les évêques ne sont pas là pour faire la politique. Les évêques sont venus pour aider. Ils ont mis 40 000 observateurs qui ont clairement dit que c'est Fayoul qui a gagné. Ce n'est même pas une question de Fayoul ou de XY ou Tartampion. C'est une question du peuple. Et je crois que les évêques sont très lucides, très conscients. Ils continuent leur travail de la recherche de vérité. Et cette vérité, moi, en tout cas, avec tous les membres de la MOUCA, nous allons continuer à la rechercher. Une toute dernière chose, qu'est-ce que vous attendez en fait concrètement de la diaspora congolaise? Ici en Belgique, au début, la diaspora était très hésitante. Après les élections, maintenant il nous semble qu'il y a un certain support pour vous. Mais qu'est-ce que la diaspora peut faire? Évidemment, la diaspora congolaise avait raison, parce que la diaspora congolaise a dit, mais est-ce que vous pouvez aller aux élections avec quelqu'un qui occupe le pays illégalement, avec quelqu'un qui ne connaît pas les méthodes démocratiques? Nous avons dit, nous allons tout faire. Et comme les évêques et la communauté internationale nous ont prêté main forte pour vérifier, pour surveiller les élections, nous avons, formé nos membres et nous avons eu des témoins dans les bureaux de vote. Nous avons dit, cette fois-ci, nous allons aller pourvu que nous puissions avoir un candidat commun. Le peuple a demandé ces candidats communs et nous lui avons donné ces candidats communs et les amis m'ont fait l'honneur d'être à la tête pour les représenter. Donc, maintenant, la diaspora congolaise avait raison de dire, maintenant que les élections se sont déroulées et que le peuple a choisi, et nous avons vu comment le peuple a choisi, nous allons derrière celui qui a été choisi par le peuple, et je crois que c'est ça qu'elle fait. Mais aussi, au moins une partie de la diaspora qui est plutôt du côté UDPS et qui, même si M. Tshisekedi n'a pas gagné les élections, qui ont même choisi plutôt leurs propres frères, disons. Mais tout à fait, même au Congo, il y a des gens qui sont derrière M. Tshisekedi, c'est tout à fait normal. La démocratie, ce n'est pas 100%, c'est 50 plus 1. Mais là, ce qui est grave, les candidats de la MOUCA ont fait 62,11%, tandis que M. Félix Tshisekedi a fait moins de 17%, comme M. Shadari Ramazani. Les deux, moins de 34%. Et voyez-vous, il n'y a pas match. On peut discuter, on peut décider, nous, la MOUCA, de dire, bon, on va attendre encore dans 5 ans, si effectivement la différence était, comme ils ont dit, de 686 000 voix. Mais ce n'était pas ça. La différence est énorme. On ne peut pas accepter les dictats d'un monsieur qui s'appelle Nanga, qui se met à fabriquer les chiffres et que tout le monde entier, y compris les Congolais, disent oui, non, nous Congolais, on ne peut pas dire oui. Et c'est pour cela, j'ai dit et je le répète, la place de M. Nanga doit se trouver dans la prison. On ne peut pas continuer à laisser ces messieurs organiser les élections dans notre pays. On ne peut pas laisser ces messieurs vivre librement parce qu'il a troublé l'ordre public. Mais derrière M. Nanga, c'est M. Kabila. Bien sûr, vous comprenez bien. Donc on ne peut pas laisser M. Kabila continuer à gouverner le Congo aujourd'hui. M. Félix Tshisekedi est là. Pourquoi? Parce que Kabila a voulu et il a porté le masque Tshisekedi. Et nous ne pouvons pas continuer si on est des démocrates, si on aime ces pays. Ce n'est pas question d'un individu ou d'intérêt de qui que ce soit. C'est l'intérêt de toute une nation et c'est l'intérêt de l'humanité. Parce que la démocratie, c'est un système qui, aujourd'hui, dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde, c'est le système qui vaut et qui prévaut. Donc, si nous, on galvaude la démocratie, si nous, au Congo, on se dit, voilà, on accepte, qu'est-ce qu'on va enseigner aux étudiants qui étudient les droits constitutionnels? Qu'est-ce qu'on va enseigner aux élèves dans les cours de civisme ou l'éducation à la citoyenneté? Donc, nous avons un rôle pédagogique pour dire non à tous ceux qui n'entrent pas dans les valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, judéo-chrétiennes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Belka? Oui. Voilà, là c'est Hôtel Hilton, Bruxelles, le 9 mars. C'était avec la télé VRT, donc là ça va continuer avec... ça continue avec qui? Belka.
avec Belga. Belga Presse. Avec Belga Presse, on Ensuite, continue. La Libre Belgique. Ensuite, ça va être la Libre Belgique. Et pour finir avec Bundes Africa de Allemagne. Ok, on va finir avec Bundes Africa d'Allemagne. Voilà, on est encore loin. Ok. Faire en sorte qu'à moins de 15 ans maintenant, on n'est pas mieux pour résoudre Pardon. Si nous politiques, tous, nous sommes responsables, nous sommes conscients qu'il y a une crise post-électorale et que cette crise ne mènera nulle part, ou en tout cas ne mènera pas au développement, à la paix, à la sécurité comme d'aucuns l'ont prétendu. Il est nécessaire qu'on se mette autour d'une table, et c'est ça une solution, c'est de se mettre autour d'une table pour trouver la solution. Et donc quoi, un nouveau dialogue intercongolais, une nouvelle table ronde C'est pas un dialogue intercongolais où on mettra tout le monde, mais c'est une discussion, un dialogue entre les parties prenantes, et nous connaissons les parties prenantes, il n'y en a pas 36, il y a deux parties prenantes, il y a FCC barre cash d'un côté, et de l'autre côté, il y a la Mouga. Et comment, à part le peuple, parce que jusqu'à présent, les manifestations d'opposition aux résultats ont été relativement limitées. On a l'impression que plus le temps passe, plus le peuple peut-être se résigne quelque part. Le peuple ne se résigne pas. Vous voyez, les élections se sont passées il y a un temps. Je suis venu ici, vous avez vu laquelle, et je ne sais pas si vous avez vu des vidéos là où j'ai été à Butembo, à Beni, à Goma et partout. Et ça va continuer. J'irai ailleurs. Oui, j'irai ailleurs. Ce n'est pas fini et on ne peut pas penser que cela soit fini. Parce que M. Kabila, en 2011, c'était la même chose. Il a crié que, après avoir volé la victoire à Tshisekedi, Étienne, et c'était fini pour ce qu'il a appelé l'opposition, ce qui était l'opposition de l'époque. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas d'opposition. Nous sommes du pouvoir. Nous sommes du pouvoir du peuple. Mais en 2011-2012, on a commencé comme on est en train de faire maintenant, des discussions pour avoir des dialogues et trouver une solution adéquate. Il y a certains pays occidentaux qui ont entêté M. Kabila et il est parti, mais très vite il s'est ravisé. Il a vite convoqué les concertations nationales. Les concertations nationales ont bien eu lieu et nous n'étions pas là. Il a vu que c'était un échec. Il a commencé à convoquer d'autres réunions. Il a eu des relations, bien sûr, en cachette, en catimini avec l'UDPS. Rappelez-vous des Venise, rappelez-vous des Ibiza, Monaco, Paris. Il y a eu des réunions. Rappelez-vous qu'à un moment donné, dans ces discussions, M. Félix Tshisekedi devait être rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Rappelez-vous le fait que le président Tshisekedi n'a pas voulu et lui non plus il ne pouvait pas répondre positivement et il a été exclu de l'Assemblée nationale pour ça. Donc, et jusqu'à ce que nous avons eu les dialogues de la Cinco organisés par les évêques catholiques. Mais tout ça, pourquoi? Parce que Kabila s'est entêté au départ, certaines personnes l'ont suivi dans ce sens et nous avons eu ce que nous avons eu. Aujourd'hui, ça sera la même chose. Sinon, demain, comment voulez-vous organiser les élections au Congo et que les gens répondent positivement? Personne ne répondra. Tous ces jeunes gens, tous ces enfants qui ont 13 ans aujourd'hui, dans 5 ans, 13, 14, 15, 16, qui n'ont pas voté, dans 5 ans, ils seront des millions. Mais et ils comprennent très bien. Même un enfant de 10 ans, même de 7 ans, a compris ce qui s'est passé. Et comment voulez-vous que dans 5 ans, les gens puissent se ruer devant les bureaux de vote comme ils l'ont fait dernièrement? À l'international, votre tentative de recours devant une cour à l'international, africaine, oui, nous avons été, donc les avocats ont déposé des recours à la cour, une requête à la cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et donc ça c'est le début de l'international. J'irai à Genève, on va continuer avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et il y aura beaucoup de recours.
il y a beaucoup de dossiers de justice qui vont entrer. Est-ce que vous avez étudié ce qui s'est passé au Congo? Ça, je peux rester ici jusqu'à demain, vous parler depuis 2011-2012, ce que M. Kabila a fait. Il a voulu, changer la Constitution, il n'a pas pu. Il a voulu réviser la Constitution, il n'a pas pu. Il a monté toutes les subterfuges possibles, mais jusqu'à fabriquer un fichier électoral de 46 millions d'électeurs. 46 millions d'électeurs. On a nettoyé suite à la pression du mouvement que nous avions de rassemblement. Suite à cette pression-là, on a élagué 6 millions d'électeurs sur ces fichiers originels de 46 millions. Nous avons eu 40 millions 300 000. Tout le monde vous a dit, et vous-même, vous avez dit qu'il y a eu un mouvement dans les bureaux de vote, c'est dimanche 30. Mais comment conciliez-vous le fait qu'il y a eu un mouvement dans les bureaux de vote et que le taux de participation soit seulement de 47%? Et si vous poussez l'analyse plus loin, vous comprendrez très bien que les 10 millions d'effectifs dont on parlait, 10 millions d'effectifs sont là. Parce que le vrai chiffre, c'est 30 millions. Si vous prenez les 30 millions d'électeurs, 30 millions 300, vous enlevez les 1 million 300 des circonscriptions qui n'ont pas voté, c'est-à-dire Yumbi, Butembo, Béniville et Béni-Territoire, vous avez 29 millions. Et si vous prenez les 18 millions, 18 millions 400, divisé par ces 29 millions, vous avez un taux de participation qui approche de 65%. Exactement le taux de participation que le Sénégal vient de connaître. Et c'est ça la vraie situation. Vous n'avez pas peur que la coalition Lamouka s'effiloche petit à petit? On a déjà vu que certains étaient prêts à rallier la majorité. Qui de Lamouka est prêt à rallier la majorité? Certains semblent prêts. Non, il faut me dire qui est. Je vous donne la réponse précise. J'ai besoin d'une question précise parce que Lamouka est là. Il y a eu un certain nombre de déclarations disant que Lamouka n'était qu'une coalition électorale. Mais qui des leaders, les leaders de Lamouka sont, je vais vous le donner, disons à désordre, il y a M. Jean-Pierre Bemba, M. Moïse Katumbi, M. Adolphe Mouzit, M. Freddy Matungulu, moi-même, et puis vous avez Antipas Moussa Niamoussi. Dites-moi qui de ceux-là a dit que la Mouka n'était qu'une coalition électorale? Oui, la Mouka, c'est une coalition électorale. Oui, la Mouka a un sous-bassement, il y a des textes. Nous avons signé un acte. Et il est évident que dans cet acte, il était dit qu'après les élections, nous allons évaluer la situation et nous allons nous projeter dans l'avenir. Donc, alors si ceux-là dont je vais les citer n'ont encore rien dit, considérez que la Mouka existe. Et la Mouka existe bel et bien. Et vous voyez ici, ce sont les membres de la Mouka. Et la Mouka va faire une réunion bientôt. On vous appellera et vous allez savoir, vous aurez en tout cas un rapport final et une déclaration finale des leaders de la Mouka. Vous comptez rencontrer M. Katumbi, M. Bemba durant votre séjour? Comment rencontrer? Je suis avec M. Katumbi tous les jours au téléphone. Je suis avec M. Bemba tous les jours au téléphone. Donc hier et aujourd'hui, je ne les ai pas encore eus, mais hier, je les ai au téléphone tous les jours. Est-ce que vous considérez le fait, par exemple, que M. Katumbi ait obtenu à nouveau son passeport comme un développement positif? Mais nous avons été au dialogue de la Cinco. Nous avons exigé que M. Katumbi rentre au Congo. Nous avons exigé que tous les prisonniers politiques sortent des prisons. Nous avons exigé que les manifestations se passent d'une façon démocratique, librement, selon les lois de la République. Nous avons demandé que les droits de l'homme ne soient plus bafoués. M. Katumbi a demandé son passeport depuis, et s'il l'obtient, ce n'est que normal. Il devait l'obtenir. Mais vous savez que nous-mêmes, même qui étions à Kinshasa, au Congo, on nous faisait des problèmes pour renouveler nos passeports. Pour renouveler mon passeport, des fois, j'ai dû avoir des prises de bec avec M. Kalev.
Il y a des gens au Congo. Le professeur Kalele est resté 2 ans sans passeport. Donc, nous sommes tout à fait contents que M. Katumbi ait eu son passeport pour pouvoir voyager librement. Parfait. Je vous remercie. Oui, continue. Oui, bien sûr, je ne me suis pas privé. C'est un livre. Ok. D'accord. Bon, maintenant ça va être la libre. C'est quoi? Là, ça va être l'interview avec la libre. Bon, bah, c'est avec la Miss Epiphanie. D'accord. On va faire la libre maintenant qui commence. Donc, là, ça va être avec la libre.be. Je crois que c'est ça. Et je vous reviens tout de suite.